Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes tout d'abord journaliste et vous êtes une personne qui connaît parfaitement le circuit du football international et africain pour avoir travaillé à la FIFA et à la CAF, notamment comme conseiller d'Ahmed Ahmed, prédécesseur de Patrice Motsepe. Tout d'abord, M. Hamel, on aimerait savoir... Et d'avoir été membre de la commission Task Force de la FIFA pendant 17 ans, membre de la commission des médias aussi de la CAF et de la FIFA, ainsi que je suis aussi instructeur FIFA pour la communication et les médias. Voilà. Allah yabarak, monsieur Hamel. Donc, on aimerait savoir sous quel prisme regardez-vous le football de notre continent après votre expérience au cockpit de la CAF? Écoutez, il est à la fois un football d'avenir, mais un football éminemment affecté par des graves tensions et également par une crise une crise que je dirais périphérique sur le monde du football. Le football africain, c'est connu. Il a des valeurs essentielles de technique, il a des valeurs spectaculaires, il a des valeurs d'intelligence, et c'est l'un des meilleurs du monde. C'est connu. C'est connu. La qualité d'un footballeur africain inné est d'abord l'attraction, le spectacle, la qualité technique, la finesse. Quand vous voyez Zinedine Zidane ou vous voyez un Majer ou Mahrez ou d'autres, ce sont des joueurs de niveau planétaire. Ce ne sont pas des niveaux uniquement africains. Donc je dirais que sur le plan de la qualité, il n'y a rien à dire de plus que ce sont quasiment parmi les meilleurs joueurs au monde. En revanche, le football aujourd'hui en Afrique est affecté par pas mal de maux, et notamment la crise catastrophique des clubs qui laissent partir leurs jeunes espoirs dès l'âge de 12-13 ans contre une petite somme ridicule de $2 000, $3 000, $5 000 pour les grands clubs qui, eux, savent les marketer, savent enrichir leur parcours et les vendre et les acheter dans un marché extrêmement juteux. Ça, je pense que l'avenir aussi bien de la CAF d'ailleurs que des clubs, ils doivent être centrés sur la protection des jeunes footballeurs africains. Et donc, en dehors de ça, il y a d'autres mots qui affectent le football. C'est l'infrastructure, par exemple. Oui, justement, on va pas trop s'étaler sur les aspects techniques. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que vous aviez déjà travaillé au sein du cockpit de la CAF qui chapeautait le football africain. Donc, vous devez savoir quelques détails qui seraient très intéressants à communiquer à nos auditeurs et à nos lecteurs. Donc, en 2019, en mars de la CAN 2019, vous avez constaté dans une interview que vous nous avez accordée lors de ce tournoi que l'Algérie n'est pas assez représentée au sein des instances africaines. Près de 5 ans après, le constat n'a pas réellement changé. On peut même dire qu'on a reculé au niveau de la représentativité. Quelles explications donnez-vous à cette incapacité de se faire de la place dans la sphère décideuse de la CAF pour l'Algérie? Écoutez, il faut une émergence d'une génération de dirigeants au niveau des clubs algériens d'abord. Au niveau des clubs, il faut qu'il y ait des présidents, des directeurs exécutifs, des responsables d'administration centrale des clubs. C'est dans ce bastion-là, c'est dans cet environnement-là qu'on doit repérer et investiguer de plus en plus en profondeur la qualité des jeunes générations de dirigeants qui ont la passion à la fois du football, mais qui ont la compétence de gérer et de co-gérer un club et une administration centrale. C'est là qu'est le vivier qui doit enrichir la CAF. La CAF, elle est ouverte aux commissions. Il y a plusieurs commissions, 15 à 20 commissions, et malheureusement, notre pays n'est pas assez représenté. Ça a été le premier grief que l'ancienne équipe de la fédération algérienne a exposé au président de la CAF. Avant le titre de l'équipe, en 2019, le premier grief que la délégation algérienne a exposé au président Hamad, c'était ça.
est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus d'Algériens dans les commissions? Pour qu'il y en ait plus, il faut qu'ils soient connus, il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils soient visibles sur le plan de l'attraction quotidienne des championnats, des matchs amicaux, etc. Il faut une émergence de jeunes dirigeants des clubs. Personnellement, je ne connais pas tous les présidents de clubs, et de D1, et de première division, et de deuxième division. Le vivier de la représentation algérienne, et il est là, dans ce vivier-là, de présidents de clubs et des directeurs exécutifs. Justement, monsieur Edi Ahmed, on a vu Djaïd Zivizef qui n'a pas suivi les étapes dont vous avez parlé il y a quelques instants. On a vu Djaïd Zivizef se faire battre lors des dernières élections en plate couture au comité du COMEX en juillet écoulé. Y avait-il des erreurs stratégiques, selon vous, dans l'approche de ce vote et de la candidature de Djaïd Zivizef? Je pense que Djaïd Zivizef est une personne de qualité qui a un parcours connu, un parcours connu. Il a été le patron des délégations algériennes dans de nombreuses circonstances, et notamment les 2 dernières Coupes du Monde auxquelles l'Algérie a participé. Il a fait ses preuves, il a étalé. Maintenant, sur le plan international, peut-être que Djaïd n'a pas eu le temps aussi, puisqu'il était président de la fédération, de faire une campagne comme il l'aurait souhaité, c'est-à-dire visiter des pays, entretenir des relations avec des dirigeants les plus importants sur le continent africain. Il y a 53 pays à visiter, 53 pays à contacter, à se rapprocher de la représentation la plus fine du continent africain. C'est peut-être ça, la prochaine fois qu'il y a un candidat à l'élection algérien, il faut d'abord qu'il se trempe dans l'ambiance typiquement africaine, de voyager, d'aller au cœur de l'Afrique, de visiter, de faire des rencontres, de faire des séminaires, d'échanger et d'avoir des amitiés aussi. C'est important d'avoir des amitiés avec des présidents de fédération du Niger, de la Zambie, du Malawi et que sais-je encore, du Zimbabwe et de la Tanzanie. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut faire émerger des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens qui veulent gagner des places dans les instances internationales doivent absolument voyager, construire un réseau de relations très important et le fidéliser. Oui, monsieur Hamel, vous parlez d'un long processus quand même qui a besoin de temps, mais la fédération algérienne dernièrement n'a pas connu la stabilité nécessaire pour mettre en place le plan dont vous parlez. Pensez-vous que cela a été préjudiciable dans cet échec? C'est pas un plan qui prendrait, comme vous le dites, beaucoup de temps. Ça peut se faire, une campagne, ça peut se faire très rapidement. Lorsque j'ai été responsable de la campagne du président Hamad, c'est une campagne qui a été serrée sur 3 mois et il a été élu président de la Confédération africaine de football. Donc, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'ajuster la bonne campagne. On est candidat à un poste par exemple, du comité exécutif ou à une commission. Il faut être connu, il faut avoir quelques relations, il faut construire ce réseau typiquement africain et voyager et recevoir également à Alger, à Constantine, à Oran, à Annaba et partout dans le pays d'autres présidents de fédération, d'autres présidents de clubs. Moi, je pense que c'est l'objectif que doit s'assigner aujourd'hui la fédération algérienne et les responsables de clubs. S'ils veulent investir en tout cas des commissions à la FIFA et à la CAF, ils doivent se faire connaître par leurs activités, par leur intelligence, par leur réseau, par leurs relations. C'est comme ça qu'on pourrait arriver. On va rester sur l'Algérie, bien évidemment. On a constaté que l'Algérie a subi des décisions qui paraissent, entre guillemets, injustes à son égard, comme ce fut le cas pour la désignation du pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Qu'est-ce qui peut influer, selon vous, directement sur les décisions du COMEX et les autres départements vitaux de la CAF dans ce cas de figure? Encore une fois, la sensibilisation des autres fédérations, la sensibilisation des d'autres dirigeants, la sensibilisation des principaux responsables des 53 autres pays. Il faut avoir ce réseau sans lequel il n'est pas possible à la fois de gagner en stature, en démesure,
en planification et en notoriété sans ce réseau-là. Nous avons un déficit important sur le plan du réseau relationnel avec les autres pays du continent africain. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, l'Algérie était le leadership absolu sur le continent africain. C'était la voix qui portait, la voix qui était entendue et surtout la voix qui était suivie. En 1990, lorsque l'Algérie a organisé sa première Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, vous savez, c'est grâce à l'Algérie, grâce aux autorités politiques, les plus hautes autorités de notre pays, que la Coupe d'Afrique des Nations a été vue par l'ensemble du continent. Jamais auparavant, la Coupe d'Afrique des Nations n'était visible sur le plan de la télé par l'ensemble du continent. C'est quelque chose qui a été construit, conçu par les autorités algériennes qui ont délégué pendant 2 mois des émissaires, des délégations partout en Afrique. Et ils leur ont dit, est-ce que vous voulez que l'Algérie vous offre les images? Est-ce qu'il est possible de s'entendre? Est-ce qu'il est possible d'avoir... C'est un travail diplomatique, un travail d'approche, un travail également de sportivité, de fair play et d'amitié. Et d'amitié entre les peuples. Ça a marché. Ça a marché. Il faut reconstruire ça. Pardon, je finis sur ça. Il faut reconstruire ce type de réseau qu'avait l'Algérie sur le continent africain. Un réseau diplomatique, un réseau amical, un réseau sportif et un réseau relationnel très, très dense et très important et surtout permanent. Voilà. Vous parlez de réseau et de relationnel, donc on peut déduire que cela relève aussi du politique qui a pris un peu trop le dessus sur le sportif dernièrement, notamment à la CAF. Vous pensez quoi sur ce constat? Vous savez, la politique n'a pas sa place dans le sport, mais elle existe quand même sous différents aspects, malheureusement. On ne peut pas combattre ce qui est implicite, ce qui est non dit, ce qui n'est pas visible. On ne peut pas le combattre. On peut simplement s'en protéger en amont, s'en protéger en amont. Alors, pour s'en protéger, comment faire? C'est être encore plus fort sur de ses bases, sur de son argumentaire et sur de ses positions au sein de la communauté du football international. C'est ça on revient toujours à la même chose. On revient à notre position, la renforcer, être écouté, être entendu par les autres. Et c'est à ce moment-là que si on rencontre des problèmes, si on a des écueils devant et des problèmes sérieux, eh bien on est soutenu par ce réseau et on est soutenu par la communauté africaine comme on l'était avant. Monsieur Hamel, vous parlez de soutien, mais on va rentrer dans le vif du sujet, du thème de notre interview. Aujourd'hui, on peut parler du mainmise du Maroc sur la CAF, entre guillemets. Avant, c'était l'Égypte qui semblait avoir du poids au sein de l'instance. Mais à partir de quel moment pensez-vous que les Égyptiens ont perdu les manettes? Vous savez, l'Égypte a été parmi les nations d'abord fondatrices du football africain. On ne peut pas l'oublier. Dans les années 54, 52, 53, 54, quand les Européens ont aidé les Africains à construire et à créer la Confédération africaine, ce sont les Égyptiens qui ont combattu à la fois l'apartheid de l'Afrique du Sud, qui ont interdit aux Sud-Africains à cette époque de l'apartheid d'être membres fondateurs et qui ont construit le siège de la Confédération. Donc, l'Égypte a un poids quand même sur le football continental. C'était normal que l'influence s'en dégage. C'était normal que les Égyptiens aussi donnent des dirigeants. Ils ont donné beaucoup de dirigeants, beaucoup de présidents de confédérations africaines, des secrétaires généraux. Mostafa Fahmi est resté 27 ans secrétaire général. Il ne faut pas le critiquer, il faut simplement dire qu'ils ont été là aux premières heures. C'est quand même la première équipe qui a joué une Coupe du Monde en 1930. Donc, l'influence de l'Égypte, elle était normale et elle était acceptée par l'ensemble de la communauté africaine. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui veulent casser cette influence, mais c'est normal aussi. C'est le jeu aujourd'hui politique des influences pour gagner plus en stratégie, pour avoir une place prédominante qui fait avoir
plus de place dans les commissions, qui fait avoir des compétitions. Regardez, le Maroc organise beaucoup de compétitions aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais par quel miracle le Maroc organise autant de compétitions, la CAN féminine, le championnat du monde des clubs, maintenant ils sont candidats ils vont organiser la Coupe du Monde, ils ont organisé le CHAN, etc. Bon, c'est une influence qu'ils ont construite. Qu'est-ce qui nous empêche non pas de contrecarrer, laisser les influences telles qu'elles sont et construire notre propre influence, la construire plutôt que de combattre d'autres. Moi, je pense qu'il faut construire notre propre influence. Si un pays veut aujourd'hui s'attacher l'influence sur le football africain, il doit construire sa base lui-même, avoir des dirigeants, avoir des équipes, avoir d'une bonne organisation et accueillir. C'est ça qu'il nous faut, accueillir des compétitions régulièrement. Le U17, la CAN féminine, le championnat du monde des U20. Pourquoi l'Algérie ne prendrait pas l'organisation d'un championnat du monde de U20? On est tout à fait capable. On a les stades, on a les dirigeants, on a les moyens. Il faut aujourd'hui bâtir toute une stratégie dans le pays pour recevoir les pays africains en stage, en regroupement le plus possible. Écrire et construire des protocoles d'accord avec la Zambie, avec la Tanzanie, avec le Malawi, avec le Zimbabwe, avec l'Afrique du Sud, avec tous ces pays-là qui sont loin de l'Algérie et qui aimeraient bien venir dans notre pays. Voilà comment on peut gagner et construire une influence sur le monde du football, qu'il soit international ou typiquement africain. Hein. Voilà, moi je milite pour que notre pays construise une influence stratégique par l'accueil des pays africains, par la signature de protocoles d'accord pour le perfectionnement des entraîneurs, pour des stages d'arbitres, pour des stages de jeunes, multiplier les protocoles d'accord et ensuite organiser des compétitions de la CAF et de la FIFA. Vous étiez au sein de la CAF, vous devez savoir qu'il y a quand même on ne va pas parler de pratiques, mais un certain lobbying qui dépasse le cadre sportif pour parvenir à avoir autant d'influence au sein d'une structure confédérale. Écoutez, moi j'ai vécu plusieurs campagnes présidentielles, hein, de celle de M. Issa Hayatou, j'étais là aussi, j'étais à la fois à ses côtés, mais j'étais aussi journaliste et j'ai couvert beaucoup de campagnes présidentielles. Moi, le cas que vous citez, il a été rendu possible d'abord par les relations qui ont existé et ensuite également par l'aide de la FIFA. La FIFA voulait aussi un certain nombre de dirigeants qui étaient favorables à sa position. Le président de la FIFA aime et n'aime pas certains dirigeants. Donc il favorise leurs élections et il n'aime pas d'autres dont il interdit il n'a pas le droit d'interdire en tant que président de la FIFA, mais il fait en sorte pour que les gens qu'il préfère, dont il pense qu'ils sont meilleurs, il va favoriser leur élection. Il va aussi aider, faire en sorte de les aider à atteindre leurs objectifs. Moi, je pense, vous savez, cher ami, il faut qu'on plutôt que de voir à côté, à gauche et à droite, moi je suis pour bâtir. Je suis l'âme d'un bâtisseur. Et notre pays a toujours bâti. Depuis la Révolution, elle a bâti une révolution. Ce sont des bâtisseurs qui ont obtenu notre libération en 1962. Je voudrais rester dans ce cadre. On a un pays magnifique, un pays qui regorge de talents, qui regorge d'hommes et de femmes de qualité. Et il faut qu'on se recentre sur nos capacités à construire des équipes de qualité, des dirigeants. Et c'est comme ça qu'on aura une influence internationale importante. Moi, je ne perds pas mon temps, vous savez, de voir qui a réussi, qui n'a pas réussi et de quelle manière. Est-ce qu'il a comploté, pas comploté? Ça, c'est le monde du sport. Et il n'y a pas que le football. Oui, monsieur Hamel, mais vous parlez de... Permettez-moi juste de conclure, de dire, il faut que nous avons un pays avec l'âme de bâtisseur. Il faut qu'on se concentre sur nos potentialités. Or, elles sont énormes.
nous avons la possibilité de créer et de faire émerger des dirigeants, des jeunes dirigeants, hommes et femmes. Nous avons la capacité de recevoir des pays africains pour faire grandir notre réseau. Nous avons la capacité de faire des opérations typiques pour faire grandir toute la nation sportive et le mouvement sportif algérien. Oui, monsieur Hamel, vous parlez de construire, bien sûr. On vous rejoint sur ça. Il faudra qu'on se concentre sur nos capacités pour essayer d'aller de l'avant et tout. Mais il y a certaines décisions qui proviennent de la CAF qui cassent un peu le football algérien, peut-être la sélection ou les clubs, comme ça s'est passé avec l'USM Alger contre la RS Berkane. Est-ce que vous pensez que le poids de l'Okja et ses liaisons ont pesé dans l'affaire du match entre l'USM Alger et la RS Berkane? Moi je pense plutôt à la responsabilité première du commissaire de match. Le commissaire, bien sûr, il y a des soupçons de provocation, évidemment. Ça, vous avez raison. Il y a des soupçons de provocation. On ne vient pas dans un pays avec une carte géographique sur un maillot. Ça ne se voit pas, ça ne se voit nulle part, ça n'existe nulle part. C'est interdit par la réglementation. Il n'y a aucune allusion, si minime soit-elle, d'une allusion politique, un slogan politique sur les maillots ou sur l'enceinte à l'intérieur, l'enceinte des stades. Ça, c'est clair et c'est pour toutes les fédérations internationales de sport, que ce soit l'escrime, la natation ou le football ou le baseball, où il n'y a pas de politique de sport. Donc, je suis d'accord sur vous, peut-être il y a des soupçons très forts de provocation. Donc ça, il faut le combattre, bien évidemment. C'est contre le code, ça contrevient au code de l'éthique de la FIFA, ça contrevient au statut de la CAF dans son préambule, l'article 2. Vous avez également l'article 10 de la FIFA, des statuts de la FIFA, qui interdit toute allusion et slogan politique. Donc moi je pense que c'est un fort soupçon de provocation. Il faut le dépasser en portant plainte, bien sûr, parce que ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Ce qui doit exister, c'est les valeurs du sport lors d'un match. Deux pays ne s'entendent pas, ok, mais la valeur du sport doit prédominer. Et elle l'a été. Elle l'a toujours été. Donc il faut combattre ces méthodes qui sont illégales et il faut surtout s'en tenir à la réglementation stricte du respect du code de l'éthique de la FIFA, du code de l'éthique. Il n'existe plus. Il n'y a plus de commission d'éthique à la CAF. Mais pourquoi donc? Pourquoi la commission d'éthique a disparu? Vous voyez, cher ami, pourquoi cette commission n'existe plus à la CAF? Voilà, il y a des ondes d'ombre, monsieur. Incroyable. Voilà. Il y a des ondes d'ombre quand même depuis un certain moment au sein de la CAF. Même les décisions de la CAF ne sont même pas étayées par des articles de loi pour appuyer les décisions. Ouais. On a vu la CAF prendre un communiqué et les sanctions contre l'USM Alger sans trop les justifier. Donc, on a pensé qu'il y a quand même un abus de pouvoir de la part de la CAF qui s'est inscrit peut-être en porte-à-faux par rapport aux règlements internationaux, que ce soit ceux de la FIFA ou de TAS. Justement, la FAF et l'USMA ont porté plainte auprès des décisions compétentes. Ils ont contesté la décision qui déboute l'USM Alger. Si vous pouviez faire une procédure, que feriez-vous? Écoutez, là, le règlement, il est simple. Hein. C'est déjà faire un rapport très solide, très complet, exhaustif, avec des photos, avec des vidéos, avec des témoignages, un bon rapport, faire répondre à la requête du tribunal arbitral du sport, le TAS, parce que c'est là que doit s'opérer cette requête-là, la déposer. Et puis après, il y a soit une tentative de médiation, parce qu'il faut épuiser les recours à l'amiable, il ne faut pas s'en séparer non plus. Et ensuite, s'il y a cette tentative à l'amiable, d'une solution à l'amiable est dépassée et personne n'en veut, les deux parties n'en veulent pas, eh bien aller vers l'enquête du TAS. Ça peut prendre 15 jours, 21 jours, un peu plus quelquefois, mais pour le moment, c'est la plainte au TAS pour non-respect du code de l'éthique
et de l'article 10 de la FIFA qui fait allusion donc à l'interdiction absolue de tout slogan politique sur les maillots ou dans l'enceinte du stade. Bon, ça, c'est la forme. Je pense que les dirigeants du LUSMA sont intelligents de ce côté-là et ont fait ce qu'il fallait faire et de cette manière-là. Après, il faut attendre le résultat de cette enquête ou de la médiation du TAS, du tribunal arbitral, et puis ensuite porter l'affaire quand même devant le comité exécutif de la CAF, écrire, demander un rendez-vous pour s'expliquer et dire voilà les griefs que nous avons. Pourquoi pourquoi nous déclarer forfait alors qu'il y a une réglementation bafouée. Voilà, donc c'est ça. Et puis après, demander quand même le comportement de ce commissaire qui déclare un forfait sans la légalité des codes, les codes et des lois du football. Il a déclaré un forfait alors que la méthode est totalement illégale. Ce n'est pas comme ça qu'on déclare un forfait. On doit déjà vérifier qu'il y a une absence d'un club et déclarer le forfait. Après, il n'a pas déclaré le forfait sur le terrain, les arbitres n'étaient pas sur le terrain. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de ce côté-là à faire prévaloir dans l'argumentaire du club. Vous parlez du commissaire du match, mais il y a aussi le rapport de l'arbitre du match qui peut peser dans les décisions et les verdicts. Pensez-vous aussi que le rapport de l'arbitre était défavorable à l'USM Alger? Alors, vous savez qu'il est tenu par le secret, l'arbitre sans rapport, et ben, il est lu par la commission d'abord, et c'est le commissaire qui le valide, qui le lit. Le premier responsable d'un match, c'est le commissaire du match. C'est le premier. Il a l'autorité surtout sur la sécurité, sur le déroulement du match, sur les arbitres, et il leur a apparemment, moi je n'ai pas la preuve, apparemment, je dis bien apparemment, il aurait interdit au quatuor des arbitres de pénétrer sur le terrain. Ça, je ne sais pas pour qui il a fait ça. Il faut donc enquêter. Il faut que les dirigeants de l'USMA restituent exactement le scénario de ce qui s'est passé pour pouvoir mieux l'exposer à la requête du c'est ça, le dossier doit être complet, il doit être exhaustif et restituer tous les éléments des aspects de ce match. Le comportement des arbitres, le comportement du commissaire au match, qu'est-ce qu'a dit le commissaire? La réunion technique a-t-elle eu lieu? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a eu lieu? C'est pendant cette réunion technique qu'on doit montrer les équipements. Est-ce qu'ils sont conformes à la réglementation ou pas? Est-ce qu'il y a une conformité des gants du gardien de but, de sa tenue? C'est là où tout se fait. Voilà, c'est ça qu'il faut. Dernière question. Je suis sûr, cher ami, que les dirigeants de l'USMA qui ont d'abord de la compétence et qui ont bien analysé, je suis sûr que leur dossier sera bon. Voilà, justement, la dernière question, elle était inévitable. Pensez-vous que l'USM Alger puisse être rétabli dans ses droits par rapport compte tenu de ce que vous venez de citer comme argument? Écoutez, le scénario est simple. Il y a deux équipes qui se confrontent au plus haut niveau africain. Il y en a une qui s'est présentée, qui a reçu dans la règle de l'art, en respectant absolument tous les codes de l'éthique, tous les codes réglementaires de la CAF et de la FIFA. Une autre qui a contrevenu, je pense, c'est sûr, puisque c'est au grand jour, qui contrevient au code de l'éthique de la FIFA en se présentant avec un maillot illégal, parce qu'il contrevient au code de l'éthique de la FIFA et au statut et à la réglementation de la FIFA. Donc, l'enjeu est simple, normalement, ça ne doit pas poser de problème pour les juges et magistrats du TAS. C'est l'USMA qui doit sortir vainqueur de cet arbitrage. C'est un arbitrage au TAS. Moi, je pense que l'USMA peut obtenir gain de cause et doit obtenir gain de cause parce qu'au grand jour, c'est une infraction réglementaire qui a eu lieu dans ce scénario. Monsieur Hamel, merci pour ces détails et ces éclaircissements qui serviraient certainement à nos lecteurs et nos auditeurs concernant le football africain qui a
qui a ses qualités, mais il a aussi ses défauts qui commencent à devenir trop patents ces derniers temps. Donc, merci pour le temps accordé pour cette interview et on espère vous revoir très bientôt pour une autre. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon courage. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Merci.